On vous a dit que la Chine est la prochaine superpuissance mondiale, une force économique irrésistible destinée à dépasser l'Occident. Actuellement, en Chine, des dizaines de millions d'appartements vides sont derrière des portails scellés et des immeubles inachevés prennent la poussière. Un système immobilier qui alimentait autrefois toute l'économie du pays est en train de s'arrêter. Les économies de toute une génération ont été anéanties, la classe moyenne chinoise ayant perdu jusqu'à 20 000 milliards de dollars de patrimoine des ménages. C'est plus que le PIB total de la Chine elle-même. Ce n'est pas une récession. C'est un hiver nucléaire financier silencieux. Cela n'affecte pas seulement cette génération, mais aussi les générations à venir. En Chine, l'immobilier ne consiste pas seulement à avoir un chez-soi. Pour beaucoup de familles, les biens immobiliers sont des coffres forts. Ce sont des comptes de retraite, des investissements, des économies de toute une vie, des pensions et la stabilité future, tout cela investi dans la pierre. C'est pourquoi les Chinois sont si disposés et désireux d'y investir presque tout leur argent. Reuters rapporte qu'environ 70% de toute la richesse des ménages chinois se trouve dans l'immobilier, ce qui est nettement plus élevé qu'aux États-Unis, où ce même chiffre n'est que de 35%. En d'autres termes, la famille chinoise moyenne a presque les 3/4 de toutes ses économies de toute une vie immobilisée dans le béton, et ce béton perd rapidement de la valeur. Il y en a tout simplement beaucoup trop pour tout le monde. Les estimations prudentes suggèrent que le pays compte au moins 65 millions de logements vacants. D'autres estimations sont nettement plus élevées. Certaines sources affirment que la Chine compte jusqu'à 100 millions d'appartements soit vides, soit non meublés. 100 millions d'appartements suffiraient à loger l'ensemble des populations de la France et du Royaume-Uni réunies. Cela représente assez d'espaces vacants pour près de 300 millions de personnes. Un responsable a même déclaré que la population gigantesque de la Chine, soit 1,4 milliard d'habitants, ne suffirait pas à remplir les innombrables propriétés qui restent inutilisées. Depuis des générations, les familles chinoises, surtout la classe moyenne, ont été convaincues que l'achat immobilier était le meilleur choix possible. Contrairement aux citoyens d'autres pays comme les États-Unis, qui diversifient leur patrimoine entre immobilier, obligations, actions et parts, le système chinois a toujours été différent. Pendant longtemps, cela a fonctionné et cela avait du sens, cela offrait aux gens la stabilité et les rendements sur leurs investissements qu'ils espéraient. Mais lorsque tant de votre argent est investi dans un seul type d'actif, même la moindre fluctuation de valeur compte plus que d'habitude. Cela ne touche pas uniquement les promoteurs, investisseurs et spéculateurs au sommet de la chaîne alimentaire, mais aussi toute la population, affectant le pouvoir d'achat des familles et limitant leur capacité d'achat. Cela limite leur capacité à consommer et gèle toute l'économie de l'intérieur. Lorsque les prix de l'immobilier baissent, des millions de familles subissent les conséquences en voyant leur principale et plus important réserve de valeur s'effondrer sous le poids. Cet effondrement est crucial, car la Chine n'a pas seulement construit de vastes villes et des milliers de hauts immeubles d'habitation, elle a aussi fondé tout un système financier sur l'idée que les prix de l'immobilier ne chuteraient jamais fortement. La demande existerait toujours, même artificiellement créée. Les ménages savaient que placer leur argent dans l'immobilier et considérer leur logement comme un compte d'épargne était la décision financière la plus simple et intelligente. Aujourd'hui, ces mêmes familles sont obligées de regarder leurs richesses s'effondrer autour d'elles. Elles voient leurs économies s'éroder sous leurs yeux, leur patrimoine net commencer à dépérir et à se flétrir. Quand les gens se sentent pauvres, ils dépensent inévitablement moins. Lorsqu'ils dépensent moins, l'économie ralentit. Quand l'économie ralentit, le marché immobilier devient encore plus faible. C'est un cercle vicieux. Mais le pire, c'est que ce n'était pas un simple accident ou un malheureux hasard. Ce qui ressemble en surface à une crise du logement est en réalité quelque chose de bien plus sombre. C'est un système soutenu par des mensonges et des promesses creuses, un modèle qui a transformé les logements en source de revenus financiers et l'argent de la classe moyenne en carburant pour faire tourner la machine. Ainsi, tandis que ces dizaines de millions de maisons restent sans vie ni utilité, la richesse qui a permis de les construire disparaît rapidement. Mais comment une nation entière a-t-elle pu être dupée en achetant des millions de boîtes vides ? C'est simple. On leur a menti. Depuis des décennies, on a raconté au public une histoire basée sur la rareté. Les classes dirigeantes du Parti communiste chinois, ou PCC, les ont avertis que le foncier était rare, que l'espace urbain était limité, que la migration continue des citoyens ruraux vers les grandes villes et les centres métropolitains signifiait que la valeur des biens immobiliers était destinée à augmenter. Et avec le temps, les gens ont été conditionnés à tirer une conclusion inévitable. Achetez maintenant, ou soyez exclus à jamais. Les appartements ne sont plus vus comme des achats de luxe ou de simples lieux de vie, mais comme des biens essentiels à la survie.
C'était le seul moyen de protéger l'avenir de leur famille et d'éviter qu'ils soient laissés pour compte. Le PCC a soutenu ce récit de différentes manières, notamment par la promotion agressive d'une stratégie nationale visant à accroître l'urbanisation. Pour être plus précis, dans son 14e plan quinquennal, qui s'étend de 2021 à 2025, l'État a fixé un objectif précis d'urbanisation de 65%. Il voulait qu'environ 2/3 de la population du pays vivent en ville d'ici 2025. Le pays avait déjà connu une transformation urbaine sans précédent au cours des années précédentes. Le taux d'urbanisation global du pays est passé de seulement 36% en 2000 à plus de 60% en 2019. C'est l'équivalent de près de 400 millions de personnes supplémentaires vivant dans les centres urbains, soit plus que la population totale des États-Unis. Cet afflux de résidents ruraux vers les espaces métropolitains s'est avéré être un énorme atout pour l'économie. Il n'est donc pas étonnant que les dirigeants souhaitent une urbanisation toujours croissante. Durant les années 2010 et les années 2020, de nombreuses sources étatiques ont souligné l'importance de l'objectif de 65%. Les agences de médias d'État, les institutions académiques et les promoteurs immobiliers ont contribué à façonner le récit que des centaines de millions de travailleurs ruraux allaient affluer vers les villes. Il y aurait une demande sans fin et insatiable pour l'immobilier des grandes villes. C'était le piège psychologique parfait. Créer juste assez de panique et de doute dans l'esprit des gens pour que tout le monde décide d'acheter des appartements à des prix extrêmement surévalués. Mais voilà le problème. Toute l'histoire reposait sur des idées dépassées. Pendant des décennies, la population totale de la Chine a augmenté et le programme d'urbanisation du pays a fonctionné. Des millions de personnes ont quitté les campagnes pour une vie meilleure en ville. Mais dans les années 2020, cela a changé. Une nouvelle réalité s'est installée, dans laquelle la population chinoise diminue et vieillit à un rythme rapide. Les données montrent que la population a effectivement stagné en 2021 et a commencé à diminuer chaque année par la suite. Ce changement démographique est important. Les marchés immobiliers dépendent de nouveaux acheteurs. Ils ont besoin de ces jeunes couples et de ces familles pleines d'enthousiasme, désireux de faire leur premier pas dans l'accession à la propriété. Mais lorsque votre population diminue activement, et que les prévisions suggèrent qu'il s'agit d'une tendance à long terme, cette demande qui alimente le marché s'est affaiblie. Cela survient alors qu'on construit trop de logements. Les autorités le savaient, mais devaient préserver la confiance du peuple dans le système. Pour cela, ils devaient entretenir le mythe de la rareté. Si les familles pensaient que les logements étaient rares, elles les achèteraient de plus en plus. Cela ne leur posait aucun problème, convaincus qu'ils finiraient par y gagner. Mais si la demande n'a jamais existé, pourquoi construire autant de villes et gratte-ciel ? C'est là qu'interviennent les gouvernements locaux. Les gouvernements locaux chinois n'ont pas seulement observé le boom immobilier, ils y ont activement participé. En réalité, ils en sont presque devenus dépendants, attisant les flammes et incitant les particuliers et les investisseurs à acheter toujours plus de logements. Pourquoi ? Une partie de l'argent des ventes de terrain va directement aux caisses des gouvernements, qui voulaient que cet argent continue d'affluer à tout prix. En 1994, la Chine a introduit une réforme fiscale. C'était une refonte majeure de la gestion fiscale du pays, avec un nouveau système de partage visant à recentraliser la collecte des recettes, qui avait chuté à des niveaux dangereusement bas les années précédentes. Autrement dit, elle cherchait à accroître la part des recettes fiscales destinées au gouvernement central. Voici une question. Si deux personnes investissent la même somme, pourquoi l'une réussit-elle souvent mieux ? Ce n'est pas une question de chance. Tout commence par deux mythes, auxquels des millions d'investisseurs croient encore. Démystifions-les avec le sponsor d'aujourd'hui, Mintos. Mythe numéro 1. Les actions sont le seul moyen de faire croître régulièrement votre épargne. Eh bien, les actions sont volatiles. Le S&P 500 américain connaît de fortes baisses chaque année. Et en 2025, il a chuté de près de 19% avant de se redresser. Cela peut être stressant et amener de nombreux investisseurs à faire des erreurs coûteuses, sous le coup de l'émotion. Mythe numéro 2. Les actifs à revenus fixes sont compliqués. Ils ne sont pas destinés aux investisseurs ordinaires. En réalité, investir dans le revenu fixe est plus simple que vous ne le pensez. Le marché européen de l'investissement alternatif pour les particuliers a presque doublé en seulement 5 ans. C'est là que Mintos entre en jeu. Mintos est une plateforme facile à utiliser qui vous permet d'investir dans des prêts, des obligations et de l'immobilier en seulement quelques clics. L'objectif est simple. Gagnez un revenu régulier sans dépendre des hauts et des bas du marché boursier et répartissez les risques. Les prêts sur Mintos ont offert un rendement net annuel moyen de 8,8% depuis 2015, ce qui est supérieur à un compte d'épargne.
Mintos a été fondé en 2014 et compte plus de 700 000 investisseurs à travers l'Europe, gérant plus de 800 millions d'euros d'actifs pour les investisseurs. Investissez dès 50 € avec une gestion automatisée ou gardez le contrôle total. Pour recevoir un bonus de bienvenue exclusif, scannez le code QR ou cliquez sur le lien dans la description. Voilà, c'est fait. 2 mythes sur l'investissement ont été démystifiés. Investissez dès aujourd'hui avec Mintos. La réforme a instauré une nouvelle assiette fiscale nationale et une taxe sur la valeur ajoutée, TVA. Toutes les taxes ont été classées en 3 catégories distinctes, centrale, locale et partagée. Cela a créé un fort déséquilibre économique. Le gouvernement central s'est enrichi, alors que les autorités locales se sont appauvries. Ils ont hérité de lourdes charges budgétaires telles que la santé, l'entretien des infrastructures, les salaires des fonctionnaires et l'éducation, mais avec moins de moyens financiers. Alors ces gouvernements locaux ont fait la seule chose qu'ils pouvaient faire. Ils ont cherché d'autres sources de revenus et ils se sont vite rendus compte que la vente de terrain était l'une des options les plus efficaces à leur disposition. Les gouvernements n'étaient pas forcément sournois ou malveillants. Ils faisaient juste ce qu'il fallait pour survivre. Ils ont fini par dépendre des ventes de terrain pour subsister. Les statistiques montrent qu'entre 2000 et 2017, les revenus fonciers représentaient plus de 50% de tous les revenus fiscaux des gouvernements locaux. Ce n'est pas une sorte de source de revenus secondaire, c'est une dépendance fiscale. Si le gouvernement ne parvenait pas à vendre suffisamment de biens immobiliers, il n'aurait tout simplement pas assez d'argent pour continuer à fonctionner. Si cela arrivait, leurs infrastructures s'effondreraient, les services s'affaibliraient et les populations partiraient en masse. Leurs économies fragiles seraient encore plus touchées. Ce qui avait débuté comme une lutte pour survivre est vite devenu une quête pour gagner un maximum d'argent, dépassant le simple objectif de joindre les deux bouts. Ces gouvernements voulaient attirer le maximum de yuan de chaque pied carré de terrain. Ils ont utilisé la vente de terrain comme arme, faisant du marché immobilier leur moteur fiscal. Ils se concentraient moins sur leurs devoirs civiques et davantage sur la promotion et l'alimentation de la bulle immobilière toujours croissante. Chaque parcelle de terrain qu'ils pouvaient vendre signifiait plus d'argent qui affluait dans leur compte pour les aider à compenser leurs déficits croissants. Le problème avec cette approche est que les budgets locaux dépendent désormais de la valeur des terrains. Si ces valeurs baissaient, les gouvernements locaux seraient les plus touchés. Mais qui achetait toutes ces terres et propriétés et comment cachait-il la dette ? Après la réforme fiscale de 1994, les gouvernements locaux ont de plus en plus compté sur la vente de terrains et de biens immobiliers pour des recettes essentielles. Mais cela a entraîné un nouveau dilemme. Dans un système où l'emprunt direct était limité, comment la machine pouvait-elle continuer ? Comment ces autorités pouvaient-elles continuer à emprunter pour financer de nouveaux projets immobiliers ? Pour un observateur, il semblait inévitable que les limites d'endettement seraient atteintes. Alors, les gouvernements locaux ne pouvaient plus emprunter l'argent nécessaire pour faire tourner la machine. Cependant, ils ont trouvé un moyen de contourner ce problème. Cela a pris la forme de ce qu'on appelle les véhicules de financement des gouvernements locaux, ou LGFV. En bref, les LGFV, soutenus par l'État, permettent aux gouvernements locaux d'emprunter d'importantes sommes sans inscrire officiellement la dette dans leurs comptes. Des experts financiers les ont qualifiés de trous noirs du système financier chinois. Tout comme les gouvernements locaux dépendent des ventes de terrain, ils comptent de plus en plus sur ces véhicules de financement, à un degré stupéfiant. À un moment donné, des rapports ont révélé que le montant total de la dette occulte accumulée via les LGFV atteignait la somme stupéfiante de 9 000 milliards. En termes réels, cela signifiait qu'environ la moitié du PIB total de la Chine était dissimulée dans ces entités hors bilan. Une grande partie de cet argent a été investie dans des projets immobiliers et d'autres infrastructures. L'objectif était de rendre ces régions plus attractives pour investisseurs, entrepreneurs et futurs résidents. Dotés d'une capacité d'endettement quasi infinie grâce à leur mécanisme de dette parallèle, les gouvernements locaux ont construit tout ce qui leur venait à l'esprit, même si cela n'avait pas vraiment de sens. Des lignes de train à grande vitesse menant nulle part en particulier, de grandes places et esplanades, malgré l'absence de quoi que ce soit d'important autour d'elles. Et bien sûr de grandes quantités de biens immobiliers résidentiels également. De nombreuses personnes ont une fausse idée des villes fantômes en Chine. Les analystes voient ces grands espaces vides et pensent qu'ils résultent d'une mauvaise planification ou d'une incompétence administrative. Ils affirment que les autorités locales sont été trop optimistes ou ont lancé de nouveaux projets sans assez réfléchir. En résumé, ils croient que ces bâtiments vides sont des accidents malheureux ou des conséquences involontaires d'une ambition excessive. Ils ont tort. Ces villes fantômes
ne sont pas là par hasard, ni dues à une mauvaise planification, mais sont des zones d'extraction par l'endettement. Elles ont été construites non pas parce qu'il y avait une demande pour elles, mais parce que le simple fait de les construire permettait de transformer le terrain en argent liquide. Et cela a permis aux autorités de s'endetter encore plus, ce qui a ensuite ouvert la voie à encore plus de développement. Ce n'était pas un système sain, en aucun cas, mais c'en était un qui fonctionnait. Ces logements vides n'ont jamais été conçus pour abriter des êtres humains. Leur véritable but était d'extraire la richesse des classes moyennes et de la convertir en financement pour maintenir le fonctionnement de l'État. Les tours en béton n'étaient que la garantie, et grâce à elles, les gouvernements locaux ont été sauvés. Mais cela a créé une bulle si massive qu'elle a défié les lois économiques mondiales. À son apogée, l'immensité de l'univers immobilier chinois semblait incompréhensible. Elle a battu des records et pulvérisé les normes, défiant la logique et la raison pour devenir bien plus grande que tout ce que le monde avait jamais vu auparavant. Les estimations différaient, mais il était admis que la valeur totale du marché immobilier du pays dépassait 60 000 milliards de dollars. C'est plus que le marché résidentiel des États-Unis, et c'est 4 fois le PIB de la Chine. En fait, c'est l'équivalent des PIB combinés de plusieurs des nations les plus riches du monde, y compris la Chine, les États-Unis, le Japon, l'Allemagne et l'Inde. C'est une somme d'argent astronomique, entièrement immobilisée dans la pierre et le béton. À ce moment-là, c'était effectivement devenu la plus grande anomalie financière de l'histoire moderne, et cela ne suivait pas les schémas et les règles habituelles auxquelles on pourrait s'attendre. Cela fonctionnait davantage comme un système pyramidal classique que comme une industrie immobilière conventionnelle. La base de cette pyramide, la partie qui soutenait tout le reste, c'était le modèle de prévente. Comme son nom l'indique, les acheteurs paient pour des biens immobiliers avant même qu'ils n'existent. Dans la plupart des autres pays, ce n'est pas ainsi. Aux États-Unis, les acheteurs peuvent en verser un acompte sur une maison en construction, parfois aussi bas que 5 ou 10% du prix d'achat. C'est une façon de sécuriser la vente et de prouver votre engagement envers le bien. Mais on ne s'attendrait pas à ce que vous payiez le prix total du bien d'un seul coup, surtout avant qu'il ne soit même terminé. Le modèle chinois, cependant, exige que les acheteurs paient 100% du prix de vente à l'avance, avant même que les travaux n'aient à commencer. Pour cela, les citoyens prenaient souvent de gros prêts hypothécaires, misant tout sur des immeubles qui n'étaient que des plans. Ils confiaient toutes leurs économies aux promoteurs, espérant qu'ils respectent leur engagement. Ce qui était censé se passer ensuite, c'est que ces fonds de prévente devaient être bloqués sur des comptes séquestres jusqu'à ce que les logements soient construits. Ils devaient respecter les spécifications d'origine et les attentes des acheteurs, évitant ainsi tout litige. Ce qui se passait souvent à la place, c'est que les promoteurs utilisaient l'argent pour acheter encore plus de terrain auprès des gouvernements locaux, généralement à des prix largement gonflés, alimentant ainsi le cycle encore et encore. Pour ces promoteurs et investisseurs, cela paraissait logique. Retarder les achats n'avait aucun intérêt et revenait plus cher à terme. Plus ils achetaient de terrain aujourd'hui, plus ils pourraient gagner d'argent demain. C'était peut-être le plus grand système pyramidal jamais vu. Tout reposait entièrement sur l'arrivée de nouveaux acheteurs à la base pour maintenir l'afflux de fonds. C'était la seule façon de terminer les anciens projets et de continuer à financer les nouveaux. Dès que l'afflux d'acheteurs particuliers ralentissait, même légèrement, toute la pyramide pouvait s'effondrer. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Car une bulle de 65 000 milliards de dollars basée sur les préventes ne peut pas durer éternellement. Quelqu'un devait couper le courant. En 2020, le PCC a actionné le coupe-circuit du système pyramidal immobilier. Les régulateurs ont lancé la politique des 3 lignes rouges, un ensemble de limites d'endettement visant à empêcher les promoteurs immobiliers d'augmenter indéfiniment leur levier financier. Les promoteurs devaient respecter 3 ratios d'endettement précis. En cas de non-respect des 3, ils ne pouvaient plus contracter de nouvelles dettes. Ne pas respecter une ou deux de ces lignes entraînait aussi une sanction, quoique moins sévère. En conséquence de cette tactique, même les plus grands promoteurs immobiliers ont dû réduire leur endettement, entraînant une grave crise de liquidité. De nombreux observateurs et analystes extérieurs ont ainsi mal compris l'objectif de la politique. Beaucoup d'agences de presse occidentales ont présenté les 3 lignes rouges comme une erreur. Ils affirment que les régulateurs de Pékin ont mal évalué la fragilité du marché ou commis une erreur bureaucratique, entraînant le défaut de paiement de grands promoteurs. Pourtant, aussi désastreux que cela puisse paraître, ce n'était pas une erreur. Ce n'était ni un oubli, ni une mauvaise évaluation, mais une remise à zéro calculée de la part de ceux qui occupent les plus hautes sphères du pouvoir. Pékin a examiné l'état du secteur des promoteurs immobiliers et a constaté les niveaux de dette insensés qui devenaient incontrôlables.
Il a vu la dépendance croissante des gouvernements locaux à leurs machines d'endettement occultes, ainsi que la multiplication de projets inutiles et de bâtiments vides, et il a décidé de tout faire exploser. Pas littéralement, mais au sens figuré. Un éclatement contrôlé de la bulle, une démolition forcée d'un système qui avait été laissé à l'abandon beaucoup trop longtemps. Parce que si ce système était autorisé à continuer et que les promoteurs continuaient d'emprunter de plus en plus d'argent, les effets commenceraient à toucher l'ensemble du système bancaire public, le même système qui alimentait le régime du PCC. C'était un geste d'autopréservation, permettant au parti de reprendre le contrôle d'une situation qui se détériorait et d'éliminer une menace croissante pour sa survie. En coupant les lignes de crédit institutionnelles qui soutenaient les promoteurs immobiliers endettés depuis des décennies, le gouvernement central savait ce qui allait arriver. Il a anticipé les insolvabilités et la crise de liquidité qui allait toucher le secteur de la construction. Il savait aussi que d'innombrables personnes qui avaient investi leurs économies dans ces biens allaient également en payer le prix, que tous leurs espoirs et leurs rêves d'un avenir financier sûr et stable allaient partir en fumée. Mais il a accepté ces éventualités comme des effets secondaires acceptables. C'étaient des conséquences malheureuses mais inévitables. C'était un compromis stratégique. Le PCC a volontairement choisi de sacrifier la richesse, la stabilité et l'avenir de toute la classe moyenne afin de protéger ses systèmes financiers et son contrôle politique. Les gens n'étaient que des victimes du choc entre l'État et le secteur du développement. Il s'est sauvé, tandis que les citoyens ont payé les conséquences. Les conséquences structurelles de la décision du PCC de déclencher le coupe-circuit ont été immédiates, brutales et historiques. Une fois que la liquidité sur laquelle il comptait pour fonctionner s'est tarie, des dizaines de promoteurs immobiliers chinois ont commencé à faire faillite. Depuis 2021, plus de 50 promoteurs immobiliers chinois ont fait défaut sur des obligations offshore, totalisant la somme colossale de 100 milliards de dollars de défauts au total. C'est une vague de défauts encore plus importante que la crise des subprimes aux États-Unis en 2008, en termes de pure insolvabilité des promoteurs. Il ne s'agissait pas seulement de petites entreprises ou d'acteurs inconnus du secteur immobilier, mais aussi de grandes entreprises prospères, comme Evergrande. Fondée en 1996, elle est devenue le deuxième plus grand promoteur immobilier en termes de vente dans toute la Chine en 2017. Un an plus tard, elle a été officiellement classée comme la société immobilière la mieux valorisée au monde. Centrée sur la vente d'appartements à des ménages aux revenus moyens et élevés, cette entreprise paraissait invincible et promise à une croissance continue. C'était un pilier inébranlable et irremplaçable de l'industrie. Cependant, en 2021, Evergrande s'était pratiquement effondré. Ses 300 milliards de dollars de dettes n'étaient plus viables sous la règle des 3 lignes rouges. La mort de l'entreprise a été longue, mais inévitable. Une entreprise qui avait été l'une des plus solides de toute la Chine quelques années plus tôt a officiellement déposé le bilan en 2023 et a été liquidée en 2024. Country Garden a également énormément souffert sous la nouvelle politique. Elle a débuté en 1992 et a connu une progression comparable à Evergrande, intégrant le Fortune Global 500 et développant un large portefeuille immobilier. Elle avait des projets partout en Chine et au-delà, dans des endroits comme la Malaisie et l'Australie. En 2023, Country Garden a annoncé son incapacité à honorer ses obligations liées à sa dette offshore et a été déclarée en défaut de paiement. Elle a été la prochaine victime très médiatisée du carnage immobilier. En conséquence directe du grand nombre de promoteurs contraints de cesser leurs activités, un énorme stock d'appartements vendus mais totalement inachevés a ainsi été laissé. Des millions de citoyens se sont retrouvés pris dans un paradoxe dystopique. Ils étaient légalement obligés de payer des mensualités de prêts immobiliers sur les biens qu'ils avaient achetés, même si ces biens n'étaient même pas habitables et ne le seraient probablement jamais. Cela a provoqué une rupture historique du contrat social chinois. Dans tout le pays, les acheteurs de logements se sont unis pour cesser collectivement de rembourser leurs prêts immobiliers. Ils ont refusé de payer un yuan de plus tant que leur logement ne serait pas fini. Les jeunes en Chine sont allés plus loin. Voyant la crise se dérouler autour d'eux, et réalisant que leur propre avenir était en train d'être effacé, ils ont lancé le mouvement Tangping, ou mouvement « Rester allongé ». Cela impliquait que les jeunes générations se retirent de la machine économique. Ils refusaient de jouer leur rôle dans la création de richesses pour un système qui était manifestement pipé à leur détriment. L'État a voulu limiter les dégâts, en utilisant la censure pour dissimuler les messages de protestation à la télévision et sur les réseaux sociaux. Ce n'est plus une crise locale, ses répercussions dépassent désormais les frontières de la Chine. Jusqu'ici, l'histoire se limitait à la Chine, n'affectant que son peuple et son économie. Les observateurs occidentaux pouvaient regarder la situation avec un certain sentiment de sécurité et de confiance, apparemment rassurés à l'idée qu'ils ne seraient pas touchés par cette crise. Après tout, cela se passait de l'autre côté de la planète.
Mais considérer l'éclatement de la bulle immobilière chinoise comme un incident isolé ou purement domestique est une erreur dangereuse. Un événement d'une telle ampleur peut provoquer des répercussions bien au-delà de son épicentre, touchant d'autres pays et continents. C'est exactement ce qui se passe. L'effondrement de la promotion immobilière n'était que le point de départ d'une contagion mondiale rapide, dont les répercussions se propagent déjà de deux façons, dont une vague massive de fuite des capitaux. Lorsque ces citoyens chinois de la classe moyenne ont constaté la perte rapide de valeur de leurs actifs domestiques, voire leur liquidation par l'État, ils ont paniqué. Pris de panique, ils ont tenté de transférer leurs dernières richesses hors de Chine, notamment vers les marchés occidentaux. Les rapports indiquent que de gros capitaux chinois quittent Pékin pour l'immobilier international. Les promoteurs et investisseurs chinois achètent des maisons dans des villes comme Los Angeles et San Francisco aux États-Unis, Vancouver et Toronto au Canada, Londres et Paris en Europe, et même Sydney en Australie. C'est l'onde de choc. Comme tout cet argent afflue sur les marchés immobiliers occidentaux, cela provoque une hausse des prix moyens des biens restants. Cela affecte ensuite les populations locales. Les personnes qui ont grandi en économisant autant d'argent que possible, dans l'espoir de pouvoir un jour s'offrir leur propre maison et s'installer. Aujourd'hui, ces personnes sont exclues du marché à cause des prix. Bien sûr, ils ne le font pas exprès, mais ces promoteurs, investisseurs et familles chinoises de la classe moyenne exportent leur crise du logement à l'étranger. La deuxième façon dont cette crise franchit les frontières sans retenue concerne le modèle des villes fantômes. C'est l'idée que de grandes entreprises et États possèdent et gèrent des villes entières, forçant les gens à tout louer sans rien posséder. Pour beaucoup, cela évoque un cauchemar dystopique. Des analystes indépendants soutiennent déjà que la Chine a effectivement offert le terrain d'essai idéal dans le monde réel pour ce nouveau paradigme économique, la destruction systématique de la propriété immobilière de la classe moyenne, à peine dissimulée sous le prétexte de stabiliser le système financier. Certains estiment que l'accession à la propriété n'est plus un rêve pour les classes ouvrières et moyennes, mais un souvenir lointain. Si l'accession à la propriété a disparu, qu'est-ce qui la remplace ? Bien que d'autres régions puissent prendre du temps à rattraper leur retard, la Chine semble déjà avancer vers une société post-propriété. La banque centrale du pays a poursuivi l'intégration du soi-disant yuan numérique, également connu sous le nom de ECNY. C'est une monnaie légale numérique visant à remplacer peu à peu l'argent liquide. Cela a commencé comme un programme pilote limité, mais il s'étend rapidement pour devenir quelque chose de bien plus grand au fil des jours et des semaines de 2026. Le ECNY est mis en œuvre dans les plus grandes applications et plateformes mobiles du pays, comme WeChat et Alipay. Il a également été intégré dans le secteur public. En mai 2023, les fonctionnaires chinois ont commencé à recevoir leur salaire sous forme de cette monnaie numérique. Bientôt, les citoyens pourront l'utiliser pour payer les transports, en commun ou aux caisses des magasins. La crise immobilière a fourni au gouvernement le prétexte idéal pour déployer ce système. Avec la perte des richesses liées à la propriété, les citoyens ont peu d'options. Ainsi, ils sont plus enclins à adopter l'infrastructure numérique de l'État pour survivre. Mais ne vous y trompez pas, le yuan numérique n'est pas une monnaie normale, ni même une monnaie neutre. C'est un instrument programmable et entièrement traçable de contrôle social, et ce contrôle est entièrement entre les mains du gouvernement central. S'il le voulait, le PCC pourrait programmer une sorte de date d'expiration sur les fonds pour forcer les gens à les dépenser. Il pourrait geler les portefeuilles de ceux qui sont considérés comme dissidents ou désobéissants. Il pourrait appliquer automatiquement des amendes et des pénalités en fonction de la surveillance en temps réel du crédit social. Pendant ce temps, même ceux non directement touchés par la crise en Chine commencent à s'interroger sur leurs finances. Les gens se sentent plus pauvres, dépensent moins et cherchent à gérer leur argent plus intelligemment. Ils rejettent de plus en plus l'ancien compromis de la classe moyenne, gravir les échelons et investir surtout dans l'immobilier. Lorsque la valeur immobilière n'augmente plus, la promesse même d'ascension sociale ne paraît plus crédible. Au sommet et en coulisses des marchés mondiaux, les investisseurs avertis bougent déjà. Les capitaux institutionnels délaissent les actifs papiers et l'immobilier pour privilégier des valeurs jugées plus stables, comme l'or et d'autres matières premières. Parce que l'hiver nucléaire financier n'est plus une théorie ni une projection. C'est un point à l'horizon qui grandit de jour en jour. Si les particuliers ne peuvent plus compter sur les anciens modèles d'accumulation de richesses pour assurer leur sécurité et l'avenir de leur famille, ils doivent chercher d'autres options.
Et l'une de ces options consiste à être prêt à s'adapter à un monde où le concept même de propriété est bel et bien assiégé. L'effondrement immobilier en Chine n'est qu'un aspect d'un problème plus large. Pékin est actuellement au bord d'une crise financière, sans solution évidente. Découvrez toute l'histoire et pourquoi l'économie chinoise va mal, ou regardez ceci.